Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Christian Lechervy, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir pour toi à Rangoon. Donc, Christian, tu es ambassadeur de France à Rangoon, en Birmanie. Nous avons déjà eu l'occasion d'avoir plusieurs entretiens ensemble. Le dernier remonte, je pense, en novembre ou décembre. Donc, retrouvons-nous pour, entre guillemets, enfin, pas fêter, mais commémorer, enfin, rappeler le second anniversaire du coup d'État en Birmanie en février 2021, donc un peu plus de 2 ans. L'état d'urgence a été prolongé, les élections qui auraient été des élections ni libres ni transparentes ont été reportées sine die. On peut parler d'une situation de quasi-guerre civile en Birmanie. Alors Christian, quelles sont les perspectives politiques à court et moyen terme en Birmanie ? Bon, sur le plan sécuritaire, tout d'abord, les partis, je dirais aujourd'hui, sont dans l'affrontement quotidien. Il est probable d'ailleurs que ces affrontements entraînent une cinquantaine de décès par jour, parmi évidemment les combattants, mais aussi un grand nombre de civils, parce que certains des objectifs visés par le conseil d'administration de l'État, par la junte qui s'est mis en place à partir de février 2021, sont des objectifs civils. Et d'ailleurs, sa tactique, sa doctrine militaire l'a conduit à faire cela. C'est ce qu'on appelle la théorie des 4 coupures, qui entraîne notamment, je dirais, des opérations village par village, et on cherche à rompre toute forme de relation, qu'elle soit personnelle, politique, sécuritaire, alimentaire, avec les oppositions. Et donc on voit de manière répétée des villages qui sont incendiés. On pense que depuis le début de la crise, c'est à peu près 50 000 maisons qui ont été ainsi détruites, et on voit bien qu'on est dans une forte augmentation de ce type d'action, en particulier dans le centre du pays et depuis quelques semaines. Les civils payent un lourd tribut à ces affrontements, y compris parce qu'on a une dissémination de mines antipersonnelles, et on sait très bien que les civils sont souvent les victimes, et probablement un tiers de ces victimes d'ailleurs sont des enfants. Donc on est dans une logique d'affrontement, vraiment d'un face-à-face, qui s'exprime sur plusieurs lieux. J'ai parlé du centre du pays, c'est-à-dire les régions de Sagaing, de Magwe, de Mandalay. On pourrait aussi mentionner les régions de Bago et du Tanintari. Ce qui est commun à ces espaces, c'est d'être des espaces habités par des populations Bama, c'est-à-dire l'ethnie majoritaire birmane. Mais les affrontements sont aussi très importants à l'heure où nous parlons dans l'État de Chine, dans l'État Kaya. Donc d'un côté, je dirais dans la partie occidentale, le long des frontières du Bangladesh et de l'Inde, et de l'autre, pour l'État Kaya, plutôt du côté de la frontière thaïlandaise. Ce que j'observe, c'est que ces lieux d'affrontement sont aussi des lieux qui sont passés sous régime de loi martiale pour beaucoup depuis le mois de février 2023, et que cette loi martiale, elle est appliquée avec grande rigueur. Et évidemment, il y a un lien entre le statut juridique de ces territoires et les violences exacerbées qui passent par des actes de cruauté, je dirais, qui dépassent assez largement l'entendement, qui alimentent évidemment les réseaux sociaux, et avec des images absolument épouvantables de ce qui est commis contre des civils, femmes, jeunes, mais aussi un certain nombre de responsables religieux, notamment des moines bouddhistes, pour ce qui concerne les derniers événements dans l'État Shan. Merci Christian. Alors, face à cette situation de blocage politique et aux exactions de la junte, quelles sont les stratégies des oppositions? Donc je pense à l'opposition démocratique là, avec la LND, Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi, et le gouvernement en exil, mais aussi les oppositions armées avec les groupes armés ethniques et
comment appeler ça, les groupes d'autodéfense PDF, quelles sont les stratégies des uns, enfin de ces deux blocs d'opposition? Bon, comme cela été rappelé en début d'entretien, la stratégie, de la junte a consisté, au-delà du déploiement, de moyens militaires et d'une reprise du contrôle du territoire. Le régime militaire lui-même reconnaît qu'il ne maîtrise pas à peu près entre 20 et 40 du territoire selon qu'on considère ce qu'il ne maîtrise nullement et ce qu'il maîtrise, partiellement. L'opposition considère au contraire, elle, qu'elle maîtrise à peu près la moitié du territoire. Si on agrège à la fois les groupes qui ont fait allégeance au gouvernement d'opposition, le NUG, ou qui ont fait allégeance à des groupes ethniques armés, qu'ils soient Kachin, Shin, Kaya, Kayin et quelques autres encore. La solution qui était envisagée, évidemment, c'était pour l'armée de passer par un processus électoral sur l'essentiel du territoire. Bon, donc il y a une opération militaire qui vise au fond à préparer d'une manière ou d'une autre des élections. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette prolongation de l'état d'urgence. À l'heure où nous parlons, celui-ci est prolongé jusqu'au la fin du mois de juillet. Il est excipé un article de la Constitution qui pourrait laisser subodorer qu'on peut aller au-delà. Ce que disait la Constitution, c'est qu'il était possible d'avoir un état d'urgence sur 2 ans, 2 fois 6 mois plus une année. Là, on est dans une situation dite anormale. C'est un terme qui est employé dans la Constitution elle-même. Est-ce que ça veut dire que cet état d'urgence va être prolongé jusqu'à 2 ans? C'est une des hypothèses qui circulent. En tout état de cause, les élections effectivement qui avaient été promises par le régime militaire pour le mois de août 2023 sont de fait reportées. À quelle date? Ça, personne ne peut vraiment répondre. Est-ce que le régime néanmoins voudra tenir ce scrutin en 2023, en 2024 ou en 2025? La tendance aujourd'hui d'un certain nombre d'observateurs, de commentateurs nationaux ou étrangers, c'est de dire effectivement les élections pourraient être reportées vers 2025. Alors, ce qui explique ce calendrier, c'est deux choses. La première, c'est que pour tenir des élections, il y a un certain nombre de préconditions et parmi les préconditions qui sont évidemment une nécessité, c'est d'avoir des listes électorales. Alors, le régime militaire, dans un premier temps, a essayé de rafraîchir les listes électorales. Il a fait un recensement familial dans le courant du mois de janvier 2023. Maintenant, il explique qu'il faut un recensement plus complet. Alors, c'est vrai que la Birmanie s'est engagée à faire des recensements tous les 10 ans, selon, je dirais, les recommandations des Nations Unies. Le dernier recensement remonte à 2014 et donc il a annoncé un recensement pour le mois d'octobre 2024, en précisant d'ailleurs que ce recensement se tiendrait du 1er au 15 octobre 2024. Et donc c'est comme ça qu'on arrive progressivement à la référence de 2025, parce qu'une fois qu'on a fait un recensement, mais évidemment il faut l'éplucher, le mettre en ordre pour en faire des listes électorales. Ce qui évidemment embarrasse un certain nombre de commentateurs, c'est que les recensements qui sont faits, je dirais, de manière très détaillés, ils sont pas construits pour établir des listes électorales. Ils sont établis pour définir des politiques publiques en matière de santé, en matière d'éducation. Où est-ce qu'on place un hôpital? Où est-ce qu'on place une école? Dans un pays où il y a, à l'heure où nous parlons, 1,4 million de personnes déplacées depuis le coup d'État, sans parler même ceux qui ont été déplacés auparavant, ça veut dire évidemment qu'il faut des biens publics dans d'autres lieux que ceux où ils avaient été mis en place ces dernières années. Donc ça fait sens, mais évidemment pour ces données, la plupart du temps, elles sont anonymes. Et donc, elles ne servent pas à construire des listes électorales. Donc, là, il y a une ambiguïté sur le lien du recensement avec le scrutin. On verra comment les choses se mettent en œuvre. 2025, c'est aussi, je dirais, quelque chose qui est lié pour partie aux élections de 2020, parce que les
parlementaires qui ont été élus le 8 novembre 2020, leur mandat court jusqu'en 2025. Et évidemment, euh, certains subodorent que les militaires à ce moment-là diront, mais vous voyez bien, les parlementaires qui se présentent comme détenteurs de la légitimité, ils n'ont plus de légitimité puisque nous sommes au-delà de leur temps législatif. Donc voilà, c'est un des facteurs qui nous amène à 2000, à 2025. Évidemment, il y a encore beaucoup d'étapes avant, je dirais, la mise en œuvre d'un scrutin par les militaires, que beaucoup considèrent comme un moment non seulement illégitime, mais aussi qui est producteur de violence. Et c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans une expression hier à l'Assemblée générale. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans le champ politique? Le régime militaire a décidé qu'il fallait réenregistrer les partis politiques. Les partis politiques existants ont jusqu'au 28 mars pour se réenregistrer, ou pour ceux qui voudraient constituer des partis politiques, s'enregistrer à cette date. Alors nous parlons, il y a 27 partis politiques qui ont décidé de s'enregistrer. Ils ont pour beaucoup la particularité d'être liés historiquement aux partis militaires. Aujourd'hui, parmi les partis qui sont enregistrés, aucun aucun n'a une taille et une histoire politique qui lui permet de rivaliser avec le parti de l'armée. Donc, il y a un sentiment que non seulement l'espace politique se rétrécit, puisque c'est à peu près un tiers seulement des partis existants en 2020 qui ont pris la décision de se réenregistrer. Alors, il reste encore quelques jours avant la date de clôture, mais on voit bien qu'on est sur quand même un espace politique qui non seulement se réduit, mais qui se réduit à des partis politiques qui ont été historiquement des affidés du mouvement militaire. Alors les partis politiques peuvent changer, ils peuvent avoir des leaders qui se positionnent différemment, mais pour l'instant on n'est quand même pas dans cette logique, et le principal parti, celui qui a gagné les élections de 2012, de 2015, de 2020, la Ligue nationale pour la démocratie, ne s'est pas réenregistré. Alors un certain nombre de ces militants politiques ont demandé à rencontrer leur leader, Aung San Suu Kyi, qui, à l'heure où nous parlons, est incarcéré dans la capitale, à Naypyidaw, et incommunicado, y compris avec ses avocats depuis le début de l'année 2023, depuis qu'ont été prononcées un certain nombre de sanctions pénales. Elle est aujourd'hui incarcérée pour 33 ans, officiellement, avec un certain nombre d'années de travaux forcés. Donc il est vraisemblable qu'à la fin du mois de mars, la Ligue nationale pour la démocratie n'aura plus de statut légal. Est-ce que le parti disparaît ou non à cette date? C'est une vraie question. En tout cas, il y a la possibilité de saisir ces biens et de poursuivre des gens qui mèneraient des actions en son nom. Est-ce que ça sera fait? Par le passé, ce qu'on avait noté, c'est que le parti pouvait exister et vivre sans qu'il ait vraiment de statut. Est-ce qu'on va retrouver cette situation dans une situation politique aussi polarisée, avec autant de violence en province? Beaucoup en doutent. Et donc, la voie de l'opposition par légalement, c'est-à-dire des affrontements politiques par des partis, ne semble pas être la voie vers laquelle on s'engage. Il n'y a pas de processus politique, et c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies à l'Assemblée générale, mais aussi devant le Conseil de sécurité. Il n'y a pas de politique pacifique inclusive qui nous permettrait d'esquisser un processus de sortie de crise. On est donc dans une confrontation armée. Certains cherchent à faire parler la prix Nobel de la paix sur le sujet. Comme je le disais, elle est incommunicado, donc personne ne sait et n'est en situation vraiment de se prononcer en lieu et place. Alors l'opposition, je pense qu'il faut la regarder de deux manières. Il y a ceux qui vont probablement quand même essayer de trouver un espace politique au travers de la légalisation, mais le gouvernement d'opposition leur dénie ce droit. Et donc, il y a eu, il y a 48 heures, un communiqué du gouvernement d'opposition considérant que les partis qui s'enregistrent, au fond, trahissent la volonté du peuple et rentrent dans une logique
bienveillance vis-à-vis d'un régime militaire violent qui entend rester au pouvoir. Et il est vrai que s'il y a des élections orchestrées telles qu'elles se définissent aujourd'hui en 2025, ça veut dire que le pouvoir militaire est en place, sur le papier tout au moins, jusqu'en 2030. Donc on est quand même sur des stratégies d'affrontement de longue durée. Alors le gouvernement d'opposition, ce qu'il essaye de faire manifestement, c'est deux choses. À la fois de mobiliser ses partisans pour démontrer qu'il est aujourd'hui un acteur évidemment incontournable, et de l'autre de conduire des opérations militaires. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le régime en place à Naypyidaw le considère comme un acteur terroriste et le poursuit à cette fin. Et d'ailleurs il a dans cet objectif, adopter des amendements assez nombreux à la loi sur la lutte contre le terrorisme. Et le 1er mars, un nouveau texte a été présenté et endossé par le ministre de l'Intérieur, qui permet aux forces de sécurité d'abord de saisir des biens, de faire des écoutes, de conduire des opérations, je dirais, à caractère partisan au travers de la loi antiterroriste. Donc, évidemment, dans ce contexte-là, le gouvernement d'opposition, non seulement il cherche à gérer les territoires qu'il contrôle, à conduire des opérations militaires avec des gens qui ont fait allégeance à son autorité, et les PDF, donc les forces de défense populaire, qui ont émergé. Il y en a probablement plusieurs centaines depuis le milieu de l'année 2021, conduit des opérations sur des objectifs assez variés. Pour un certain nombre, évidemment, ce sont des objectifs militaires, c'est-à-dire des convois, des casernements, mais aussi, je dirais, des personnes ou euh, des institutions liées financièrement ou institutionnellement à l'armée. Le dernier acteur qu'on doit prendre évidemment en considération, ce sont les groupes ethniques armés. Alors certains ont signé un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement. Historiquement, ils poursuivent, à l'heure où nous parlons, en tout cas pour les 7 principaux, des échanges avec les autorités militaires. D'autres groupes ethniques armés, en particulier l'armée indépendante Kachin, la KNU pour ce qui concerne les Karen, la KNDP pour ce qui concerne les Kaya, les Karenni, ou le SNDF pour les Chin, eux sont dans la lutte armée directe, confrontationnelle, avec ou non d'ailleurs les acteurs qui ont fait allégeance au groupe d'opposition. Donc vraiment, on a un territoire qui est de plus en plus en peau de tigre, avec des espaces contrôlés par les uns et par les autres, mais aussi beaucoup d'espaces qui sont contrôlés en réalité par personne. Donc on est évidemment face à quelque chose qui n'est pas du tout dans une logique de stabilisation, une fois encore parce qu'il n'y a pas de processus politique interne qui l'esquisse. Face à cette situation très dégradée et inquiétante, sortons, si tu le veux bien, de la Birmanie pour moi t'interroger sur les actions, réactions au niveau régional. Donc je pense surtout à l'ASEAN et au niveau international, à l'ONU, même si le Conseil de sécurité ne peut rien faire parce que la Russie et la Chine, alliés on peut dire alliés de la junte, bloqueraient toute initiative. Et le 6e train de sanctions de l'Union européenne, où en sommes-nous et y a-t-il d'autres perspectives de ce côté-là, régional et international? Bon, je crois que la préoccupation interne et externe, elle est aussi liée à la dégradation de la situation humanitaire. À l'heure où nous parlons, il y a de l'ordre de 17,6 millions de personnes en nécessité d'action humanitaire, donc 5 millions d'enfants. Si on prend des catégories de personnes plus fragiles, par exemple les personnes handicapées, l'aide humanitaire, je dirais, nécessitant de cibler cette population ont été multipliées par 14 en 2 ans. Il faut bien être conscient aujourd'hui qu'on a de l'ordre de 29% des ménages
birmans qui font face à une insécurité alimentaire modérée ou sévère. Donc on voit bien qu'on a une crise humanitaire intérieure qui est importante. Elle est importante aussi parce qu'il y a le nombre de déplacés par les combats ne cesse d'augmenter. Je disais tout à l'heure, les affrontements ont progressé depuis le début 2023 de l'ordre de 21%. Conséquence, eh bien, le nombre des déplacés, en particulier ceux de la région de Sagaing et Magwe, c'est-à-dire le centre-ouest du pays, ne cesse d'augmenter. Parce qu'ils constituent aujourd'hui 65%, euh, je dirais, des populations de ces territoires. Mais il y a aussi une production, si je puis dire, de réfugiés sur la scène internationale. Et ça, c'est une préoccupation indienne pour l'essentiel, parce que on a dépassé maintenant le chiffre des 50 000 personnes qui ont trouvé refuge dans le nord-est de l'Inde. Donc, il me semble que le premier facteur, c'est un facteur, je dirais, d'aide humanitaire. Et évidemment, c'est au cœur de l'action de la communauté internationale, mais aussi des pays d'Asie du Sud-Est. Ce à quoi s'emploie, alors que nous parlons, la présidence indonésienne de l'ASEAN qui court jusqu'à la fin de l'année 2023. C'est une rotation annuelle. Euh, Ces actions sont conduites au travers du secrétariat de l'ASEAN, au travers de l'instrument d'aide humanitaire qui est l'AHA, dont le siège est aussi en Indonésie de manière permanente, mais aussi par le bureau de l'envoyé spécial euh, indonésien. Ce sont des actions que le président Jokowi présente tout à fait officiellement comme devant être conduit avec discrétion. Donc, il n'y a pas de détails sur, je dirais, les formes que ça peut prendre. Mais je vais dire aussi bien du côté de l'ASEAN que des Nations Unies, il y a une volonté d'associer la totalité des acteurs, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent le pouvoir militaire à Naïpido, mais aussi les différentes formes d'opposition, qu'elles soient nées des événements depuis février 2021 ou des groupes ethniques armés. Et d'ailleurs, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, l'envoyée spéciale, Madame Heiser, singapourienne, a fait une proposition d'avoir un forum humanitaire totalement dédié. Donc il y a ces actions qui sont conduites. Il va sans dire que évidemment les pays riverains ont des préoccupations particulières et on peut citer au moins 4 des 5 en la matière. Euh, Si on prend, je dirais, du nord au sud et qu'on fait le tour du cadran. D'abord du côté de la République populaire de Chine, depuis décembre dernier, il y a un nouvel envoyé spécial pour l'Asie qui est en réalité dédié au dossier birman. Il est venu déjà 2 fois à Naïpido. Il a rencontré le commandant en chef de l'armée. Il discute beaucoup avec les groupes ethniques armés, je dirais, de la partie nord-est du pays, en particulier avec les Wa, les Kaching, les Talang. Ces groupes se sont réunis il y a quelques jours à Kunming, dans la province du Yunnan, et ont évoqué les efforts de Pékin en la matière, que ce soit au travers d'aide humanitaire passée, notamment pour lutter contre la Covid, mais aussi pour sécuriser la frontière, stabiliser la frontière et apporter, au fond, essayer de redéfinir un schéma, je dirais, de stabilité pour cette partie-là du territoire. Donc la Chine, au travers de son envoyé spécial, est très active et elle l'est aussi sur la partie sud-ouest, l'État Rakhine. Les autorités chinoises ont convoqué il y a quelques semaines une réunion triangulaire Birmanie, Bangladesh, Chine pour regarder et examiner la possibilité de rapatrier un certain nombre de Rohingyas. En tout cas, ça c'est la terminologie que nous employons. Les autorités à Naypyidaw, évidemment, parlent des musulmans de l'État Rakhine ou des personnes ayant fui l'État Rakhine
ou en parlant de Bengali. Le terme de Rohingya, ils le prohibent absolument. D'ailleurs, comme ils l'ont fait pendant des décennies et plus encore pendant les violences de masse qui se sont tenues en 2016 et en 2017. Et il y a vraiment quelques jours, le ministre de la coopération internationale de la junte s'est rendu à Cox's Bazar, donc dans les camps de Rohingya, même s'il y a quelques autres communautés qui s'y trouvent également, qui ont fui l'État Rakhine lors de ces violences de 2016-2017, voire même parfois encore avant, pour essayer de convaincre un certain nombre d'entre elles de rentrer. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'interrogations sur la faisabilité de ce retour, sur leur libre acceptation. Est-ce que ça sera uniquement dans des camps de transit? Est-ce que les gens pourront retrouver leur lieu d'habitation, à supposer que les villages et leurs lieux d'habitation existent encore? Il y a beaucoup d'interrogations sur le caractère volontaire, sur la possibilité d'une intégration durable de ces populations. Le HCR a même évoqué des inquiétudes, pour ne pas dire plus, en la matière. Manifestement, chez certains acteurs, il y a une volonté d'engager le retour de quelques-uns. On parle de quelques centaines de personnes sur les 800 quelques mille qui ont quitté la Birmanie devant les violences en 2016-2017. Il y a plus d'1 million au total qui ont quitté le territoire. Il reste peut-être de l'ordre de 600 000 Rohingyas dans l'État Rakhine à l'heure où nous parlons. Certains espèrent que ces retours pourront se faire avant la saison des pluies, hein, qui devrait intervenir maintenant d'ici 2 mois, 2 à 3 mois. Donc c'est quand même un délai extrêmement court. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher aussi d'avoir en tête que le dossier Rohingya sera à nouveau examiné par la Cour internationale de justice et Naypyidaw doit remettre d'ici le 24 avril un rapport en la matière. Donc évidemment, ceux qui veulent voir dans ces évolutions une stratégie justement inclusive de retour à la normalité, à la stabilité, s'en réjouissent. D'autres s'en inquiètent parce qu'ils y voient des retours mal préparés, pour ne pas dire forcés. Donc sur les deux angles, la Chine joue un rôle important. L'Inde, évidemment, est-elle préoccupée à la fois par l'action de la Chine, mais aussi par la stabilité à ses frontières. J'ai dit plus de 50 000 personnes s'y sont installées depuis février 2021. Beaucoup sont originaires de l'État de Chine et donc partagent la même identité, une partie de la même histoire d'ailleurs, avec les populations du Mizoram. Ce qui est certain, c'est que sur ces frontières se développent, je dirais, à la fois des mouvements de population liés au combat, mais aussi des mouvements qui sont liés, je dirais, au développement d'activités criminelles, en particulier sur les consommations et le commerce de stupéfiants vers, je dirais, l'Eurasie de manière générale. Donc, il y a des problèmes humanitaires de court, moyen et long terme, mais aussi de dégradation, je dirais dégradation de l'État de manière générale et de l'État de droit plus encore, dont évidemment profitent les groupes criminels. Alors c'est vrai sur les deux frontières ou les trois frontières que je viens d'évoquer, mais c'est également vrai le long de la frontière thaïlandaise. Et c'est d'ailleurs un sujet de préoccupation et de débat politique assez intense à l'heure où nous parlons au sein des dirigeants Karen, donc Kayin, pour reprendre la terminologie contemporaine utilisée depuis quelques années. Christian, un grand merci pour toutes ces analyses et pour la description pardon, de cette situation, et pour le moins, une fois de plus, je l'ai déjà dit, dégradée et inquiétante. J'espère qu'on aura l'occasion, peut-être d'ici quelques semaines, de faire un nouveau point pour voir comment la situation évolue, même si on peut craindre qu'elle n'évolue pas dans le bon sens, ou au mieux un statu quo. En tout cas, une fois encore, merci Christian.
Merci. Je pense qu'effectivement, on aura l'occasion d'y revenir. D'abord parce que la situation se dégrade tendanciellement, que c'est un sujet de préoccupation constante du Conseil de sécurité des Nations Unies, et donc un sujet de préoccupation pour la France, qui fête ces jours-ci le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec la Birmanie. Nous sommes, je dirais, dans l'ordre des pays ayant reconnu la Birmanie, le 4e dans l'histoire. Mes prédécesseurs se sont installés ici dès mars 1948, l'indépendance ayant été proclamée en janvier, donc on a été une longue histoire avec la Birmanie. Ensuite, il y a, je dirais évidemment, les actions de l'Union européenne, qui est un bailleur de fonds important en matière d'aide humanitaire, pour ne pas dire le principal. Et l'Union européenne, développant ses relations avec l'ASEAN, évidemment, nous soutenons les démarches conduites par la présidence et les 5 points de consensus, qui étaient un des éléments structurants d'un début de sortie de crise. Donc, avec, je dirais, les partenaires affinitaires, qu'ils soient européens ou non, nous cherchons à soutenir, je dirais, un processus de sortie de crise aussi vite que possible, et c'est la raison pour laquelle nous nous prononçons régulièrement pour dénoncer les exactions qui peuvent être commises et en tirer les conclusions. Les conclusions sur nos actions en matière d'aide humanitaire et dans tous les secteurs, mais aussi en prenant, comme cela vient d'être rappelé à l'instant, les sanctions qui s'imposent contre des individus ou contre des entités. Et c'est ce à quoi évidemment nous sommes, je dirais, actifs, parce qu'il est important de dire ce qui se passe et d'en tirer des conclusions très, très concrètes. C'est évidemment insatisfaisant au regard d'une situation qui continue de se dégrader, mais j'allais dire, et c'est peut-être mon mot de conclusion, nous restons en solidarité avec les populations birmanes qui cherchent, elles aussi, par la société, des moyens de retour à la paix, à la prospérité, et plus encore probablement au respect de leur volonté et de leurs droits fondamentaux. Et nous n'avons pas de raison d'abandonner cet accompagnement que nous avons commencé il y a 75 ans, avec ses hauts, ses bas, mais en tout cas, ça reste une constance de notre action de soutenir la marche vers la démocratie, la prospérité, l'intégration régionale, et j'allais dire, tout cela évidemment dans l'unité et la diversité qu'est la Birmanie d'un point de vue démographique et territorial. Merci Christian pour ces précisions sur les positions françaises et européennes. C'était important de le mentionner, de ne pas l'oublier. À très bientôt Christian, merci beaucoup. Merci de l'invitation, bonne soirée. Toutes les conférences et entretiens de la Fondation Jean Jaurès sont à retrouver en podcast sur notre site jeanjaurès.org et sur notre chaîne YouTube. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.